Kira Nolan sut tout de suite que le rendez-vous était un désastre. Dès l'instant où son soi-disant gentleman a tenté de plaisanter sur le partage de l'addition. Après avoir dévoré 2 steaks, bu 3 bourbons et s'être vanté bruyamment de son portefeuille de crypto-monnaie. « J'ai oublié mon portefeuille », dit-il en souriant, se tapotant la poitrine comme un étudiant de fraternité fier d'être fauché et sans scrupules. « Mais tu as l'air du genre de fille qui peut se le permettre. » Kira cligna des yeux. « Excuse-moi, tu as dit que tu travaillais dans l'édition. » C'est ça. Il se pencha en arrière, les bras ouverts. Comme le roi du monde. C'est un vrai métier, ça. Elle fixa ses pattes à moitié mangées. Son estomac se noua, non pas à cause de la nourriture, mais à cause de la prise de conscience qu'elle était coincée ici avec un drapeau rouge ambulant, portant des chaussures de marque contrefaites. Et maintenant, apparemment, elle allait aussi payer l'addition pour son ego. « Je veux aux toilettes, » marmonna-t-elle en attrapant son sac. « Prends ton temps. »« Chérie, » dit-il avec un clin d'œil qui lui donna la chair de poule. Elle n'alla pas aux toilettes. Elle passa directement devant l'hôtesse, traversa les portes d'entrée de ce restaurant chic de Manhattan et sortit dans l'air frais de la nuit. C'est alors qu'elle réalisa qu'il pleuvait. Fort. Parfait. Elle s'abrita sous l'auvent, serrant son manteau, essayant de comprendre comment elle s'était retrouvée en talons, trempée, seule, et toujours avec le poids de l'addition du filet mignon de cet homme-enfant sur ses épaules. « Mauvaise soirée » demanda une voix grave à côté d'elle. Elle se tourna, surprise. Un homme se tenait là, tenant une ombrelle noire au-dessus de sa tête. Son costume impeccable malgré la tempête. Il semblait tout droit sorti d'un magazine. Grand, mâchoire ciselée, cheveux noirs légèrement ébouriffés par le vent. Mais ce furent ses yeux, gris et calmes, qui la firent se sentir vue pour la première fois de la soirée. « On peut dire ça, » dit-elle, écartant des mèches de cheveux mouillés de son visage. Il l'étudia, les sourcils froncés. « Vous tremblez. »« Ça ira, » dit-elle rapidement, embarrassée. « Je ne vais pas vous laisser ici sous la pluie, » dit-il. « Laissez-moi vous appeler une voiture. » Je n'ai pas de... Elle s'arrêta. « Attends, je n'ai même pas payé. Je suis parti avant que l'addition n'arrive. » Aïe, il recula, fit un signe de tête à un homme près d'une élégante voiture noire au bord du trottoir, puis se tourna vers elle. « Venez, on s'en occupera plus tard. Je ne connais même pas votre nom, » dit-elle, méfiante. Il tendit la main. « Orin Knox ?» Elle hésita une demi-seconde, puis lui serra la main. Elle était chaude, rassurante. « Kira Nolan, » dit-il, la lisant sur le bas encore épinglé à son manteau. Vestige d'un événement de l'édition d'où elle s'était précipitée. Mettons-nous au sec. Le trajet en voiture fut silencieux mais chaleureux. Elle s'attendait à un silence gênant, voire à quelques conversations banales et condescendantes. Mais Orin s'assit simplement à côté d'elle, lui laissant son espace tandis que la ville défilait floue derrière les fenêtres. « Merci, » dit-elle doucement quand la voiture s'arrêta devant son immeuble. Il se tourna vers elle. « Vous ne devez rien. » « J'ai l'impression que si. » Il lui fit un petit signe de tête. « Peut-être qu'un jour, vous me rendrez l'appareil. » Elle ouvrit la porte, puis marqua une pause. « Vous n'êtes pas comme la plupart des hommes. » Il lui lança à nouveau ce regard indéchiffrable. « Vous n'êtes pas non plus comme la plupart des femmes. » Elle sortit sous la pluie. Il ne la suivit pas. Au moment où elle se retourna, la voiture était déjà partie. Une semaine passa, puis 2. Kira tenta d'oublier le terrible rendez-vous. Mais elle ne pouvait pas l'oublier, lui. Orin Knox, sa voix, son calme, la façon dont il n'avait rien demandé. Puis vint le mail. Objet manuscrit du moins urgent. Elle cliqua dessus en bâillant, et se figea, en pièces jointes. Il y avait un manuscrit d'un nouvel auteur dont il n'avait jamais entendu parler. Mais l'expéditeur attira son attention. Knox Enterprise. Elle cligna des yeux. Non, ce n'était pas possible. Mais en ouvrant le fichier, son cœur s'accéléra. L'histoire ? Une version romancée de leur rencontre de 5 minutes devant le restaurant. Sauf que dans cette version, la femme ne disparaît pas dans la nuit. Elle reste, et l'homme tombe amoureux d'elle. Kira entra en trombe dans le bureau de sa patronne, le manuscrit à la main. « D'où vient ça ?» demanda-t-elle. Sa patronne, une femme corpulente qui n'aimait pas le drame, cligna des yeux. « Ça a été envoyé par Orin Knox en personne. Il a dit qu'il voulait que vous le lisiez en premier. » Vous voulez dire Orin Knox ? Le PDG de Knox Enterprise. Apparemment, il écrit sous un pseudonyme. Mais oui, le milliardaire, l'immobilier, les médias, la technologie, tout un empire. Kira s'assit lentement. Milliardaire ? Elle se souvint soudain de la voiture, du chauffeur, du costume, de la manière subtile dont il s'appropriait l'espace. Elle pensait qu'il était juste un homme d'affaires élégant, pas l'un des hommes les plus riches de la ville. Il vous a demandé par votre nom, ajouta sa patronne. Il a dit que si nous sommes intéressés, il veut vous rencontrer, en privé. Le lendemain soir, Kira entra dans le bar sur le toit de la Knox Tower. Tout n'était que verre, acier et étoiles au-dessus de sa tête. Et il était là. Orin se tenait au bord, les lumières de la ville l'encadrant.
Il se tourna quand elle s'approcha. Ses lèvres se courbant légèrement. Vous êtes venu. Je devrais plutôt vous demander pourquoi vous m'avez envoyé une histoire d'amour, dit-elle. Le cœur battant. Parce que c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour vous revoir, dit-il. Simplement, elle le fixa. Vous êtes un milliardaire. Il haussa les épaules. Je suis un homme. Vous avez écrit ça sur moi. Oui. Pourquoi? Parce que je n'ai pas arrêté de penser à vous. Depuis cette nuit-là, elle cligna des yeux. Les émotions la submergeant. Vous ne me connaissez même pas. Je sais ce que vous avez ressenti. Quand vous avez choisi de vous éloigner de quelqu'un de toxique, je sais que vous êtes resté sous la pluie en gardant la tête haute. Je sais que vous ne m'avez rien demandé, même quand vous aviez clairement besoin d'aide. Elle déglutit. Aura. Je ne demande rien, dit-il doucement. Je voulais juste avoir la chance de vous revoir. Elle regarda l'horizon. Puis il le regarda à nouveau. Je ne fais pas les choses à moitié, dit-elle doucement. Tant mieux, dit-il. Moi non plus. Et puis, sans demander, sans se précipiter, il prit sa main. Pas avec un grand geste théâtral, juste une promesse tranquille. Un début. Kira se tenait presque immobile devant la porte dorée de l'ascenseur privé de Knox. Enterprise, ses genoux légèrement tremblants alors que les chiffres montaient. Elle n'avait pas prévu de revoir Orin Knox. Pas en costume de marine sur mesure avec l'horizon derrière lui. Ni comme l'homme qui lui avait envoyé un manuscrit qui se lisait comme une confession. Pourtant, la voilà, 35 étages au-dessus des rues de Manhattan. Sur le point d'entrer dans son bureau comme il l'avait demandé, elle entra dans une suite au niveau du penthouse qui ne ressemblait à aucun bureau qu'elle avait jamais vu. L'espace était vaste et ouvert, rempli de lumière naturelle provenant des fenêtres du sol au plafond. De tapis étouffaient ses pas. Des œuvres d'art abstraites étaient accrochées au mur. Et au fond, Orin se tenait à côté d'une longue table, arrangeant lui-même des tasses à expresso sur un plateau. « Vous n'avez pas d'assistant pour faire ça ?» demanda-t-elle, haussant un sourcil. « J'effraie la plupart d'entre eux, dit-il sans lever les yeux. Ou ils pensent que je vais crier si le café est trop chaud. Je ne crie pas. » Elle s'approcha. Regardant le plateau, un croissant au chocolat était posé à côté de sa tasse. « Vous vous en êtes souvenu. Vous l'avez mentionné une fois, répondit-il, poussant la soucoupe vers elle, au panel. Vous avez dit que vous n'assistiez aux réunions matinales que s'il y avait du chocolat. Et moi, qui pensais que personne n'écoutait quand je parle. Moi si. » Elle s'assit, incertaine de ce qui la surprenait le plus, qu'il lui serve le café lui-même ou qu'il se souvienne d'un commentaire anodin fait lors d'un événement il y a plusieurs semaines. « Alors, dit-elle, joignant ses mains, le manuscrit, c'était un test, non, dit-il, s'asseyant en face d'elle. C'était un risque. Pourquoi moi, demanda-t-elle, sans coquetterie. Juste directement. Vous ne saviez pas qui j'étais, dit-il, et vous ne m'avez pas traité comme quelqu'un de spécial. C'est rare. J'ai aussi laissé tomber un homme au milieu d'un dîner et je n'ai pas payé l'addition. Vous avez fait preuve de bon jugement, dit-il. C'est rare aussi. Elle laissa échapper un petit rire, puis posa la tasse. Vous avez dit que vous ne demandiez rien, mais vous avez envoyé une version romancée de notre rencontre à mon entreprise. Vous m'avez demandé par mon nom. Vous m'avez invité ici. Ça ne ressemble pas à rien. Il se pencha en arrière, son regard stable. Je veux passer du temps avec vous. Et si j'avais dit non? Je l'aurais respecté, mais vous ne pensiez pas que je le ferais. J'espérais. Le silence qui suivit n'était pas gênant. Il était électrique. Lourd du poids des possibilités. Elle regarda par la fenêtre, où la ville pulsait sous un soleil d'après-midi voilé. Je ne sors pas avec des hommes qui ont leur propre code postal, dit-elle finalement. Je ne sors pas avec des femmes qui ont déjà leur mur construit. Alors nous allons tous les deux faire quelque chose qui ne nous ressemble pas. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire à peine perceptible. Ça me va, elle se leva. Je dois retourner au bureau. Il se leva avec elle. Bien sûr, mais je suis libre demain après 18 heures. Il acquiesça. Je viendrai vous chercher. Elle lui tendit une carte de visite avec son adresse griffonnée au dos. Je serai celle qui ne porte pas de talons cette fois. Je serai celui qui ne vous sauvera pas d'un désastre. Alors que les portes de l'ascenseur se refermèrent entre eux, Kira expira lentement, le cœur battant contre ses côtes. Elle n'était pas sûre de ce à quoi elle venait de consentir. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas envie de s'enfuir. Le soir suivant, une voiture élégante s'arrêta devant son immeuble à l'heure exacte. Mais ce qui attira son attention n'était pas la voiture. C'était l'homme qui en sortit. Orin n'était pas en costume. Il portait un jean foncé, un pull gris et une veste en cuir. Il ressemblait moins à un PDG milliardaire et plus à quelqu'un qui l'emmenait loin de la réalité. « Vous n'êtes pas dans une salle de conférence, dit-elle alors qu'il lui ouvrait la porte. Je me suis dit que j'allais essayer de paraître moins comme quelqu'un qui négocie des fusions. Avant le petit déjeuner. Réussi, dit-elle en glissant à l'intérieur. Où allons-nous, vous verrez. Ils traversèrent le pont pour aller à Brooklyn.
passèrent devant les restaurants branchés et les boutiques soigneusement agencées, et s'arrêtèrent devant un vieux théâtre à la peinture défraîchie et à l'enseigne lumineuse sur laquelle était écrit séance privée ce soir. Elle le fixa. Cet endroit est fermé depuis des années. Je l'ai acheté au printemps dernier, dit-il. Ça me rappelait l'endroit où ma grand-mère m'emmenait quand j'étais enfant. Vous m'avez amené. Dans un cinéma que vous avez rénové? Non, dit-il, lui tendant la main. Je vous ai amené au seul endroit où je n'ai pas l'impression de devoir être au Rinknox. À l'intérieur, le rôle était faiblement éclairé, le tapis montrait encore des signes de fraîcheur. Ils traversèrent les allées vides, entrèrent dans une pièce qui sentait légèrement le pop-corn et le rembourrage. Une seule bobine s'illumina sur l'écran. Elle se tourna vers lui. Quel film vous verrez? Le générique de début défila, elle retint son souffle. Ce n'était pas un film, c'était un montage vidéo d'anciennes bobines de film montées avec une narration en fond sonore. Une voix racontait des histoires sur sa jeunesse dans le Queens, sur ses 3 emplois avant l'université, sur une grand-mère qui croyait en la magie et un père qui ne croyait en rien du tout. Elle se tourna sur son siège, stupéfaite. C'est vous qui avez fait ça il y a des années, dit-il. Je ne l'ai jamais montré à personne. Je me suis dit que peut-être un jour, si je rencontrais quelqu'un qui s'en soucierait, je le lui montrerai. Sa gorge se serra. Pourquoi maintenant? Parce que je ne veux pas être un mystère pour vous, dit-il doucement. Je veux être connu. Quand le film se termina, aucun d'eux ne bougea. L'écran s'éteignit et ils restèrent assis en silence. Je pensais que les milliardaires aimaient garder les choses en surface, dit-elle. La voix basse. Je n'aime pas être prévisible, dit-il. Les yeux fixés sur elle, elle le regarda longuement. Vous ne l'êtes pas. Dehors, la pluie avait recommencé, douce et rythmée contre le trottoir. Il la raccompagna jusqu'à la voiture, mais avant qu'il ne monte, elle se tourna vers lui. Vous me compliquez la tâche pour garder mes distances, alors ne le faites pas. Et si je me fais du mal, je m'assurerai que ça n'arrive pas. Elle ne l'embrassa pas. Pas encore. Mais elle se rapprocha assez pour que l'espace entre eux crépite. La prochaine fois, murmura-t-elle. Le trajet de retour fut silencieux, ses doigts effleurant les siens une seule fois sur la console. Juste assez pour que ça semble réel, juste assez pour qu'ils se demandent tous les deux si la prochaine fois il serait trop tard pour faire marche arrière. La première fois Cora l'embrassa, ce ne fut pas sous un lustre scintillant ou à la fin d'une soirée parfaitement orchestrée. Cela se passa un mardi soir tranquille juste après minuit sur le trottoir devant son immeuble. Ils avaient passé des heures à se promener dans Central Park, à parler de tout sauf du travail, de l'année qu'elle avait passée à Londres après l'université, de la façon dont il réparait les distributeurs automatiques en panne dans les stations de métro, pour se faire de l'argent de poche, de la musique qu'aucun des deux n'avouait aimer jusqu'à ce que l'autre le fasse en premier. Maintenant, la ville s'était installée dans son silence, la lueur jaunie des lampadaires s'étirant sur le trottoir. Kira se tourna pour dire bonne nuit et Orin se pencha. Doux mais sûr, sa main était chaude sur sa mâchoire et le baiser était stable, pas pressé. Pas théâtral, juste honnête. Quand il se recula, elle resta près de lui, les yeux fermés. « Eh bien, dit-elle à peine plus qu'un murmure, ça complique les choses. J'espère bien. » Répondit-il, effleurant sa joue de son pouce avant de reculer. Le lendemain matin, Kira se réveilla pour trouver une seule boîte devant sa porte, sans note, sans nom d'expéditeur. À l'intérieur se trouvait une première édition d'un livre qu'elle avait mentionné avoir aimé enfant, mais qu'elle n'avait jamais retrouvé. Les coins étaient usés, les pages légèrement jaunies. Et elle sut instantanément qu'il n'avait pas été commandé en ligne. Il l'avait cherché. D'une manière ou d'une autre, elle posa ses doigts sur la couverture et laissa échapper un soupir, qu'elle n'avait pas réalisé retenir. Quand elle entra dans son bureau chez Stolin and Val Publishing cet après-midi-là, le brouhaha habituel des voix et le cliquetis des claviers s'estompèrent à son passage. Elle ne manqua pas le regard que ses collègues échangeaient ou la façon dont sa patronne se tenait, les bras croisés près de la salle de conférence. « Tu savais ?» demanda sa patronne au moment où Kira entra. « Non. » Quoi? Corin Knox envisage d'acquérir 25% des parts de l'entreprise. Kira cligna des yeux. Quoi? C'est annoncé ce matin. Il cherche à investir dans des maisons d'édition de taille moyenne avec une forte identité éditoriale. Ça te dit quelque chose? Ses pensées s'emballaient mais sa voix resta calme. Il ne m'en a jamais parlé. Sa patronne l'étudia, puis hocha lentement la tête. Il a demandé une réunion avec toi et le conseil d'administration demain. C'est toi qui présenteras le projet. Je n'ai pas demandé de traitement de faveur. Non, dit sa patronne, mais maintenant. Tu dois prouver que tu n'en as pas besoin. Kira quitta le travail la mâchoire serrée, l'esprit en ébullition. Elle n'avait pas vu Orin depuis le baiser et maintenant elle ne savait pas si elle voulait lui crier dessus ou lui demander ce qu'il avait en tête. Quand son téléphone vibra avec un appel ce soir-là, elle répondit sans vérifier. Vous avez acheté une partie de mon entreprise, dit-elle avant qu'il
Ne puis-je parler? Je n'ai rien acheté encore, dit Orin calmement. Et je ne l'ai pas fait à cause de vous. Oh oui. J'ai envisagé l'édition pendant plus d'un an. Votre entreprise est venue naturellement. Vous m'avez juste fait prêter plus d'attention. Elle faisait les 100 pas dans son salon, une main dans ses cheveux. Vous ne voyez pas pourquoi c'était un conflit, je vois que ça complique les choses. Mais je ne vais pas me retirer de quelque chose de solide parce que ça pourrait vous mettre mal. Laisse pendant une semaine. Vous auriez dû me le dire. Je ne voulais pas que vous ayez l'impression que c'était un levier. Eh bien, félicitations, c'est exactement ce que je ressens. Alors, venez à la réunion demain, dit-il. Regardez-moi dans les yeux et dites-moi que j'ai tort de croire en ce que vous faites. Elle raccrocha sans répondre. Le sommeil était impossible, le matin. Elle avait imaginé toutes les versions possibles de la journée, mais quand elle entra dans la salle de conférence, Aura était déjà assis au bout de la longue table, portant un costume gris jacite et un visage taillé dans la pierre. Il ne la salua pas plus que quiconque. Pas de regard, pas de chaleur, juste l'homme pour qui elle n'était pas encore tombée amoureuse, mais qui avait quand même son cœur. Il écouta chaque mot de la présentation, n'interrompit pas une seule fois, quand les autres proposèrent des projections et des tendances de revenus. Il resta silencieux, ce n'est que lorsque Kira expliqua leur prochaine série de fiction littéraire qu'il parla enfin. Qui a édité ce manuscrit? Demanda-t-il. Moi, dit-elle. Il acquiesça une fois. C'est la voix la plus forte que j'ai lue en 2 ans. Le reste de la réunion se poursuivit sans FASTE. À la fin, Orin se leva, remercia tout le monde et partit sans cérémonie. Kira le rattrapa dans le couloir, devant les ascenseurs. Je n'avais pas besoin de votre approbation là-dedans, dit-elle. Je ne voulais pas donner, répondit-il. Vous l'avez mérité. Vous auriez pu me dire que vous seriez dans cette pièce. Je voulais que vous me traitiez comme n'importe qui d'autre. Ce n'est plus possible. Alors vous devrez décider ce qu'il est. L'ascenseur sonna. Il entra mais n'appuya sur aucun bouton. Je ne suis pas tombé amoureux de vous parce que vous aviez besoin de moi, dit-il. Je suis tombé amoureux de vous parce que vous n'en aviez pas besoin. Les portes se fermèrent, avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit. Cette nuit-là, la ville semblait plus froide que d'habitude. Elle ne dormit pas. Le lendemain matin, une lettre arriva à son bureau, écrite à la main, sans signature. Parfois, l'amour ne consiste pas à sauver quelqu'un. Parfois, il s'agit de le laisser se tenir debout, même quand on veut le porter. Elle la lut 2 fois, puis la posa, et pour la première fois depuis longtemps. Elle n'avait pas l'impression de devoir une réponse à qui que ce soit. Pas encore, mais bientôt, très bientôt, Kira se tenait presque immobile devant la galerie. Son souffle s'embuant légèrement dans l'air de la fin mars. L'invitation était arrivée plus tôt dans la semaine, un papier cartonné épais de couleur crème. Pas de logo, pas d'expéditeur, juste une heure, un lieu et une ligne manuscrite en bas, pour celle qui voit au-delà de la surface. Elle ne savait pas à quoi s'attendre en arrivant. Certains pas une galerie privée éclairée seulement par de douces appliques murs alambrés. Le subtil murmure d'un quartet de jazz niché dans un coin. L'espace était presque entièrement vide, à l'exception d'un seul long mur tapissé de photographies en noir et blanc suspendues dans des cadres de verre flottants. Chaque image était différente, des rues de villes granuleuses, la main d'un enfant tendant la main vers un ballon, un couple de personnes âgées se tenant la main sur un banc de métro. Mais une photo l'arrêta complètement. C'était elle, non posée, non stylisée, un cliché d'elle debout sur un trottoir pluvieux à Midtown, son visage tourné vers le ciel. La pluie tombant entra autour d'elle. Son expression était illisible, ni triste, ni joyeuse. Mais quelque chose entre les deux. C'était de cette nuit-là, devant le restaurant. Le moment où Orin l'avait vue pour la première fois, elle fit un pas de plus, en dessous. Une petite plaque disait « Le moment avant que tout ne change ». Une voix parla derrière elle. Je ne l'ai pas prise. Mais je ne l'ai jamais oubliée. Elle se retourna. Orin se tenait près du bord de l'exposition, vêtue plus simplement qu'elle ne l'avait jamais vue. Pas de veste, pas de cravate. Juste une chemise sombre et le genre de tension tranquille qui vient de l'attente de quelque chose d'important. Il ne s'approcha pas, il attendit simplement. Kira traversa l'espace entre eux lentement. « Vous avez fait suivre quelqu'un, non ?» dit-il. Le restaurant avait une caméra de rue. J'ai demandé les images. Le directeur de la galerie est un vieil ami. Il en a tiré une image. A dit que ça ressemblait à une histoire que personne n'avait encore écrite. Elle regarda la photo, puis lui. C'est ce que vous faites? Vous transformez les moments en preuves. Je les transforme en rappel. De quoi que tout ce qui est important n'est pas bruyant. Elle expira, croisant les bras. Je ne suis pas venu ici pour être flatté. Je ne vous ai pas invité pour vous flatter. Alors pourquoi maintenant? Parce que je ne suis pas intéressé à attendre que vous ayez pris votre décision à distance. Elle rencontra son regard sans ciller. Vous n'avez pas attendu que je dise oui avant de me montrer votre passé. Vous n'avez pas attendu avant d'investir dans mon entreprise. Vous agissez toujours en premier. Cette fois, dit-il, se rapprochant.
Je reste immobile. Elle ne parla pas pendant un long moment. Puis, doucement, je me suis demandé ce qui me faisait peur chez vous. Ce n'était pas l'argent, ni le pouvoir, ni même la façon dont vous me faisiez sentir que j'étais constamment au bord de quelque chose. C'était le fait que rien chez vous ne m'a jamais demandé de me rabaisser. Je ne le ferai jamais. Je ne suis pas habitué à ça. J'espère que vous ne vous habituerez jamais à moi. Sa voix vacilla. Je ne veux pas être intégré dans votre vie comme un chapitre bien édité. Il tendit la main dans la poche de son manteau et en sortit un petit carnet usé. Elle le reconnut immédiatement. C'était celui qu'elle avait vu griffonner lors d'une de leurs premières rencontres. Il le lui tendit sans un mot. Elle l'ouvrit. Chaque page était remplie de demi-pensées, d'observations, de bribes de dialogue. Mais ce qui la stupéfia fut la dernière entrée, datée de 3 semaines plus tôt. Elle me donne envie de réécrire tout ce que je pensais savoir sur l'amour. Et cette fois, je ne veux pas écrire la fin seule. Elle leva les yeux, qui brûlaient. Je n'ai jamais donné ça à personne auparavant, dit-il. Mais je ne veux garder aucune partie de moi cachée de vous. Elle ferma le carnet lentement, sa prise ferme. Vous ne me faites plus peur, dit-elle. Alors dites-moi ce que vous voulez. Elle s'approcha de lui, assez près pour que leurs fronts se touchent presque. Je veux arrêter de faire semblant de ne pas déjà vous aimer. Ses mains trouvèrent les siennes, stables et chaudes. Alors laissez-moi vous demander quelque chose. C'est la partie où vous dites qu'on devrait y aller doucement? Non, dit-il. C'est la partie où je vous demande de m'épouser. Son souffle se coupa. Il tendit de nouveau la main dans son manteau et en sortit une boîte à bagues, pas tape à l'œil. Pas trop grande, juste simple, en velours et choisie avec soin. Je la porte depuis plus longtemps que je ne veux l'admettre, dit-il. Non pas parce que j'avais prévu une grande demande en mariage, mais parce que je savais. Je l'ai su à la seconde où vous vous êtes éloigné d'un homme qui ne vous méritait pas et où vous êtes resté sous la pluie comme si ça n'avait pas d'importance. Vous n'avez jamais eu besoin d'être sauvé. Kira. Mais je veux construire une vie où vous n'avez plus jamais à être seul. Elle le regarda vraiment, au-delà de la richesse, au-delà de la réputation, au-delà même de la force tranquille pour laquelle elle était tombée. Elle vit l'homme qui avait attendu, qui avait écouté, qui l'avait laissé venir à lui sans pression. Elle prit la boîte, l'ouvrit lentement. La bague à l'intérieur n'était pas ostentatoire. Elle était classique et intemporelle. Magnifique. Je ne veux pas d'une vie parfaite, dit-elle. Juste une vie vraie. Avec moi, ce sera toujours vrai. Elle glissa la bague sur son doigt. Elle me vint, il sourit. Bien sûr, ils ne s'embrassèrent pas tout de suite. Ils restèrent juste là, les mains entrelacées, la galerie bourdonnant doucement autour d'eux. Plus tard ce printemps-là, ils se marièrent lors d'une cérémonie discrète sur le toit de la Knorkstau, avec la ville étendue derrière eux comme un témoin. Il n'y eut pas de communiqué de presse, pas de page de tabloïd, juste un quatuor à cordes, une arche de jacinthe blanche et 2 personnes qui s'étaient choisies non pas pour ce qu'elles pouvaient offrir, mais pour la façon dont elles se faisaient sentir, vues, stables et sans peur. Alors Corin portait sa main à ses lèvres pendant les vœux. Kira murmura, toujours pas un sauvetage. Il lui embrassa les jointures et murmura en retour. Non, juste le commencement. La lumière du matin filtrait doucement à travers les fenêtres du sol au plafond de leur penthouse, projetant une douce lueur dorée sur la pièce. Kira se réveilla sous les draps, ses yeux s'ouvrant pour trouver Orin déjà réveillé, appuyé sur un coude à côté d'elle. Il la regardait comme on pourrait regarder un lever de soleil qu'on ne pensait plus jamais revoir. Tranquillement, avec respect, avec trop d'émotion pour le nommer. « J'ai dormi pendant tes réunions habituelles de 5 heures du matin, te demanda-t-elle, la voix enrouée par le sommeil. « Je les ai annulées, dit-il, caressant doucement le creux de son poignet avec son pouce. Je me suis dit que c'était plus important. » Elle sourit, s'étirant contre les oreillers. « Tu as annulé 3 réunions de conseil d'administration là. Semaine dernière. 4, corrigea-t-il. Il commence à penser que j'ai été prise en otage. C'est un peu le cas, taquina-t-elle, se roulant vers lui. Tu as épousé une femme qui range ses tasses à café par ordre alphabétique et qui pense que la structure de l'intrigue est plus importante que le sommeil. Tu as épousé un homme qui a déjà négocié une fusion d'1 milliard de dollars en mangeant un burrito pour le petit déjeuner sur un parking, dit-il, frottant doucement son nez contre le sien. Nous sommes parfaits, murmura-t-elle. Nous sommes quelque chose, dit-il, l'embrassant doucement. Plus tard, alors qu'il s'habillait pour la journée, un rare samedi sans obligation, sans réunion, sans délai de publication, il souleva une paire de chaussures plates qu'elle avait laissées près de la porte. Il y a encore du sable dedans, dit-il. Elle rit. De la maison de plage. J'avais oublié. Il s'accroupit, tapant la semelle. Vous avez dit que vous n'aviez pas vu l'océan depuis l'université. C'est vrai, dit-elle. Jusqu'à ce que vous réserviez ce voyage spontané à Montauk. Je ne voulais pas attendre l'été. Vous ne vouliez pas attendre. Tout court. Je ne veux toujours pas. Ils passèrent la matinée à marcher sur la Rye Lane, main dans la main.
Entourés des premières floraisons du printemps, la ville se déplaçait autour d'eux comme toujours, rapide, indifférente, mais maintenant. Elle se sentait différente, plus douce, comme si elle leur appartenait. Au coin de Gansforst-Gît, Orin s'arrêta. « J'ai quelque chose à vous montrer, dit-il. Elle haussa un sourcil. « Vous m'avez déjà acheté une librairie et une galerie. Qu'est-ce qui reste? Celui-ci n'est pas à vendre ?» Il la conduisit à un bâtiment en briques. Basse et sans prétention, niché à côté d'un café. À l'intérieur, l'odeur du vieux papier et du cèdre remplissait l'air. L'espace était calme. Rempli d'étagères étroites et de fauteuils en cuir usé, une femme derrière le comptoir leva les yeux et acquiesça silencieusement comme si elle les avait attendus. Orin désigna les étagères. « Allez-y, dit-il. » Kira marcha lentement, passant ses doigts sur les couvertures. C'étaient toutes des premières éditions, des tirages rares. Certains signés. Mais lorsqu'elle atteignit le mur du fond, elle s'arrêta. Là, encadré sous verre, se trouvait un seul manuscrit. Son nom était sur la page de titre, le premier livre qu'elle avait édité. Celui en lequel personne n'avait cru jusqu'à ce qu'elle se batte pour lui. En dessous, il y avait une note manuscrite. Ce livre a tout changé. Pour moi, pour elle, pour ce que les histoires pourraient devenir quand quelqu'un y croit. Elle se tourna vers lui, les yeux écarquillés. « Vous l'avez fait exposer ?» « J'ai conservé la copie originale. Je voulais qu'elle vive quelque part qui vous rappelle de quoi vous êtes capable. Je pensais que... Vous aviez dit que vous ne faisiez pas de grands gestes. J'ai dit que je ne faisais pas de gestes performatifs. Ça, c'est une promesse. Sa voix se noie. Vous savez, c'était la première chose que j'ai faite qui m'a donné l'impression d'être à l'auteur. Vous avez toujours été à l'auteur, Kira. Vous aviez juste besoin que quelqu'un le dise sans rien demander en retour. » Elle s'approcha et l'embrassa, lentement et profondément. Ses mains enchevêtrées dans le col de son manteau. Quand ils se séparèrent, elle posa son front contre le sien. « Je veux publier un livre à moi, murmura-t-elle. Pas seulement l'éditer. Pas vrai, il n'hésita pas. Alors je vais faire de la place sur l'étagère pour lui. » Ce soir-là, ils organisèrent un dîner sur le toit de leur immeuble, juste des amis proches. Le petit cercle qu'ils avaient construit ensemble, sa patronne, qu'il avait depuis promue éditrice en chef, la sœur de sa grand-mère. La seule famille à qui il parlait encore, une poignée d'auteurs qui avaient été des clients étaient maintenant des confidents. Au milieu de la soirée, Kira se leva et tapa doucement sur son verre. « Je n'étais pas sûre de pouvoir dire ça un jour, commença-t-elle. Mais je suis amoureuse d'un homme qui m'a donné l'impression que je pouvais construire ma propre fondation au lieu de simplement me tenir sur la sienne. Orin n'a pas changé ma vie en me donnant quoi que ce soit. Il l'a changé en ne me demandant jamais d'être autre chose que ce que j'étais déjà. » Orin se leva à côté d'elle, passant un bras autour de sa taille. « Et je suis amoureux d'une femme qui m'a donné envie de vivre en dehors des feuilles de calcul et des gros titres, qui m'a rappelé que la vie ne se mesure pas en acquisition ou en étage de tours, mais en moments. Et je ne veux en manquer aucun. » Ils trinquèrent, non pas avec le tintement du cristal, mais avec le doucheur de rire et de chaleur qui suivit. Une fois les invités partis, Kira marcha pieds nus sur le toit, les lumières de la ville scintillant sous eux comme des étoiles lointaines. Orin la regarda depuis la porte, appuyée contre le cadre. « Tu es silencieuse, dit-il. »« Je suis comblée, répondit-elle. Pas le genre de comblement qui te fait arrêter, le genre qui te donne envie de continuer. » Il la rejoignit, glissant son bras autour de ses épaules. « Alors continuons. » Ils restèrent là, enveloppés dans l'air frais de la nuit et l'un dans l'autre, n'ayant besoin de rien de plus. Des années plus tard, leur maison de ville à Brooklyn serait remplie de bibliothèques et de rires, avec un jardin à l'arrière où leur fille lirait à haute voix à personne en particulier et un chien qui refusait de ne pas monter sur les meubles. Le manuscrit que Kira avait écrit remporterait un prix pour une première œuvre de fiction. L milliard 0 millions 100 000 100 publié sous un pseudonyme qu'elle avait choisi elle-même. Orin se retirait tranquillement des projecteurs, se concentrant plutôt sur l'investissement dans des histoires, pas seulement dans des actions. Mais rien de tout cela n'avait autant d'importance que le rythme tranquille qu'ils y avaient construit entre eux. La façon dont il l'embrassait encore sur les deux joues avant de partir pour une réunion matinale. La façon dont elle corrigeait encore sa grammaire juste pour le faire rire. La façon dont leur amour ne brûlait plus comme un feu de forain, mais brillait, stable et chaud comme les braises de quelque chose d'intemporel. Ils ne se sont pas sauvés l'un l'autre. Ils se sont simplement vus. Et c'était plus que suffisant, toujours.